Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Hamel, je suis cofondateur d'une agence de conseil qui s'appelle Innovation is Everywhere et qui est basée à Singapour. Nos activités se divisent en trois secteurs et expertises. D'abord, la veille dans les écosystèmes innovants en Asie et dans le monde, l'organisation de learning expéditions en Asie et particulièrement en Chine, et puis l'accompagnement de la relation start-up grand groupe avec un software dédié au sourcing dans les écosystèmes asiatiques et au pilotage de POC. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à trois questions. Tout d'abord, comment se positionnent les écosystèmes asiatiques face aux géants de la Silicon Valley? Ensuite, quels sont les innovateurs et les écosystèmes plus particulièrement innovants en Asie? Et puis enfin, comment utiliser ces projets de learning expédition pour acculturer les équipes et développer des projets de transformation d'entreprise? Alors, comment l'Asie se positionne face au reste du monde? Les principales villes innovantes en Asie sont Singapour, la Corée du Sud à Séoul et le Japon. Et lorsqu'on regarde le classement de ces villes dans le classement global, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont bien positionnées dans les 15 premiers, devant la France notamment. Alors, lorsqu'on regarde le classement qui est réalisé par l'INSEAD sur les ressources et l'optimisation des projets innovants, la capacité à stimuler l'écosystème de façon efficace, eh bien la Chine est en première position en Asie et en troisième position au niveau global. C'est clairement le pays qui prend le lead sur un certain nombre de sujets. On le verra par la suite. Alors, effectivement, aujourd'hui 35% des unicornes viennent de Chine et c'est un chiffre qui va continuer à augmenter. Lorsque l'on regarde le nombre de dépôts de brevets, eh bien, il y a 4 fois plus de dépôts de brevets en Chine sur l'intelligence artificielle qu'aux États-Unis et 3 fois plus de brevets sur la blockchain qu'aux États-Unis. Les startups en Asie attirent de plus en plus de fonds, y compris des fonds américains qui aujourd'hui se positionnent de plus en plus sur des startups à forte croissance sur le marché chinois. Alors, la particularité de ces écosystèmes, c'est que l'on est dans un environnement où les populations ont fait un véritable bond en avant du point de vue des usages et de la technologie. Et c'est pourquoi en Chine et notamment en Inde, les startups qui développent de nouveaux concepts fintech vont trouver leur marché beaucoup plus rapidement que ce que l'on voit en Europe ou aux États-Unis, où le marché est saturé, où les usages et la consommation d'assurance est très développée. Dans ces pays-là, ça l'est beaucoup moins. Une grosse partie de la population adopte très rapidement des usages liés au digital. Et aujourd'hui, 70% des consommateurs vont consommer de nouvelles propositions de valeur venant de startups fintech. C'est uniquement 33% des citoyens américains qui vont s'emparer de ce type de sujet. Donc, l'adoption en Asie est beaucoup plus importante et c'est pourquoi on a coutume de dire qu'une start-up en Chine, lorsqu'elle teste son produit, elle le fait sur un échantillon de consommateurs de l'ordre de 1 ou 2 millions, ce qui est déjà colossal pour nous. Et elle va scaler, passer à l'échelle du marché sur des volumes beaucoup plus gros, de l'ordre de 50 à 100 millions. C'est ce qu'on voit notamment dans des applications mobiles dans la santé qui proposent par exemple d'interroger des médecins à distance et de payer à la question. Si l'on regarde maintenant l'adoption du mobile, eh bien, on s'aperçoit que 7 pays sur 10 en Asie sont leaders concernant le m-commerce. Le m-commerce, c'est effectivement le commerce qui est réalisé via des applications mobiles. La Corée du Sud est en tête, la Chine est très développée et c'est véritablement un changement de paradigme dans le commerce qui s'est opéré il y a déjà 2-3 ans et qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'actes d'achat via son mobile que via un ordinateur. Alors, la particularité de l'Asie, c'est que les écosystèmes se spécialisent. Sans rentrer dans le détail de l'ensemble de ces pays,
j'aurais juste attiré votre attention sur quelques zones qui nous paraissent intéressantes. L'Inde, bien connue pour l'innovation frugale, mais également pour Bangalore, qui est un écosystème qui a produit énormément d'ingénieurs IT et qui va permettre à des startups sur des sujets IT de se développer. Beaucoup d'Indiens, d'ailleurs, sont aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, c'est une main-d'œuvre qui aussi arrive à s'exporter et qui est très bien formée. La Chine, bien évidemment, connue pour son marché, mais aussi pour sa capacité à générer des innovations sur le big data, sur l'intelligence artificielle, sur la supply chain et la logistique, puisqu'ils font face à des défis qui sont particulièrement importants. Le paiement, bien évidemment, on a vu des initiatives dans le selfie paiement, dans le paiement par la voix, c'est des choses qui vont se développer très largement. Et puis, Shenzhen, qui est un écosystème à lui tout seul, centré sur le hardware. Et dans cet écosystème, eh bien, on accélère des projets en allant 4 fois plus vite que si on était aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un écosystème qui adresse l'ensemble des problématiques qui sont dans chaque étape de la chaîne de valeur, du prototypage à la mise en production dans les usines. Alors, je vous propose de faire un focus sur 2 villes qui nous paraissent importantes, 2 villes majeures d'Asie. Shanghai, qui progressivement devient l'un des centres de gravité du business mondial, si ce n'est le prochain centre de gravité du business mondial. Et puis Singapour, le véritable hub, le point d'entrée principal sur l'Asie, et qui fait ses preuves sur un certain nombre de sujets en termes d'innovation. Alors, commençons par Shanghai. La particularité de Shanghai, c'est une population de 25 millions d'habitants, une vraie appétence pour les nouveaux concepts et la digitalisation des points de vente notamment, un hub high-tech avec énormément de data, des technologies qui se développent à l'échelle de la ville puisqu'ils font face à un certain nombre de défis, notamment sur la planification urbaine, sur l'énergie et la gestion des déchets. Et puis des connexions internationales et une ouverture sur l'extérieur qui est probablement plus forte que dans les autres villes chinoises, notamment avec une zone de libre-échange sur Shanghai dans laquelle eh bien, un certain nombre de règles sont assouplies par le gouvernement chinois. Alors les tendances qui nous semblent structurantes sur le marché chinois et à Shanghai, c'est d'abord le social credit scoring. Le social credit scoring est un dérivé du credit scoring et c'est un indice qui va être attribué à chaque citoyen chinois et qui va prendre en compte votre solvabilité, prendre en compte ce que vous dites sur les réseaux sociaux et également prendre en compte vos comportements, si vous payez bien vos factures, si vous payez bien vos amendes, si vous êtes en infraction trop souvent, etc. etc. Et ce numéro qui va de 0 à 980 est un nombre qui va vous permettre d'accéder à des droits. Par exemple, à un score de 900, eh bien, vous allez pouvoir voyager sans visa à Singapour. Donc, c'est des conventions qui sont passées avec ces pays-là. Vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de services, soit gratuitement, soit avec des facilités. Si vous avez un score plus faible, eh bien, il y a des restrictions qui s'appliquent et ça devient plus compliqué pour vous, parfois, de prendre le train. Donc, moralement, c'est tout à fait discutable, bien évidemment, mais ce que ça implique, c'est que pour les marques, elles vont s'adresser à leurs audiences différemment. Elles vont pouvoir discriminer leurs clients de façon beaucoup plus précise. Et même si ça pose des questions morales, eh bien, ça va changer la façon dont le marché va se structurer et dont les marques vont s'adresser à leurs audiences. Le deuxième point, c'est le online to offline. C'est un vrai enjeu aujourd'hui en Chine. Pourquoi? Parce que le e-commerce s'est très fortement développé via des plateformes qui ont rationalisé le marché, structuré le marché avec des outils et des moyens de paiement. Je pense à Alibaba et à WeChat. Aujourd'hui, ces grosses plateformes online cherchent à aller vers le offline. C'est un mouvement qui est totalement contraire avec ce que nous, on vit en Europe, où on a des réseaux de retail physiques extrêmement puissants et qui n'arrivent pas
à aller sur le web. Et bien là, c'est l'inverse. Et donc, ces réseaux vont investir dans des concepts in-store très particuliers. Et puis enfin, l'intelligence artificielle. La Chine a mis en place un plan de soutien à ces technologies pour 2030 et a pour ambition de devenir le leader en intelligence artificielle d'ici 2030. C'est un sujet qui concerne absolument toutes les industries, bien évidemment la supply chain, la voiture autonome, toute la mobilité de façon générale en Chine, et également l'armée, puisque il y a un gros volet armement autour de ce sujet-là sur le marché chinois. Alors, un exemple à Shanghai, qui est Hema Xiangsheng, qui est un supermarché financé par Alibaba et dont l'objectif est de développer le New Retail à travers des expériences de shopping singulières dans le supermarché et la possibilité de livrer très rapidement ce que les consommateurs vont commander. Ça suppose donc la capacité à livrer à 3 km à la ronde en 30 minutes. Si vous venez retirer vos items, eh bien, vous pouvez le faire en 15 minutes. Donc, c'est vraiment l'hyper local, l'ancrage hyper local de ce type de supermarché avec une expérience de shopping extrêmement forte. C'est-à-dire que tous les produits de consommation et sans expérience particulière vont être éliminés du supermarché. L'autre volet de ce concept, c'est la traçabilité. En Chine, on a de gros problèmes de traçabilité des aliments. Et donc, chaque aliment, notamment les produits frais, sont traçables via un QR code qui donne accès à l'origine du produit et à un certain nombre d'informations et de recommandations personnalisées en fonction de vos habitudes de consommation. Alors, côté fintech, OnChain est le leader sur la technologie blockchain et a développé la blockchain Neo. Neo, c'est plus ou moins le pendant chinois de Ethereum. Neo a été adopté par plusieurs banques et a vocation à devenir la chaîne publique, la blockchain publique en Chine. OnChain a développé un certain nombre de sujets autour de cette technologie, et notamment la gestion des identités, des documents légaux et des flux en général. Alors, OnChain a permis de développer une plateforme collaborative dédiée à différents secteurs de l'industrie, notamment l'ontologie. Et puis enfin, l'écosystème Neo est un écosystème qui permet à l'ensemble des parties prenantes de s'intégrer et de proposer des services via des smart contracts. Donc, Neo a développé des partenariats avec différentes plateformes, notamment ADEX, qui est d'ailleurs cotée également comme crypto-monnaie, et qui est une blockchain qui permet de centraliser la gestion des publicités avec un bidding online et en temps réel, mais également RedPulse, qui est une plateforme qui est une agence de recherche et qui a développé un système de reward, de récompense via la blockchain. Alors, pour conclure, ce qui nous paraît pertinent de regarder à Shanghai, c'est effectivement l'accès à un marché qui est colossal. On est sur un bassin de population de 25 millions de personnes. On est sur 3 villes majeures, Shanghai, Suzhou et Hangzhou. Et ces 3 villes vont constituer un terrain d'expérimentation pour un certain nombre de marques. C'est vraiment une émulation, une énergie particulière qui nous paraît intéressante à comprendre. Un mindset innovant. Les Chinois ont la capacité à s'emparer de nouveaux concepts. Et quand on vit à Shanghai, moi j'ai été à Shanghai pendant quelques années, on est marqué par la rapidité des changements. Le parc des mobylettes et des motos a été massivement remplacé par de l'électrique en très peu de temps. Mobike s'est développé massivement en quelques mois avec des vélos partout. Les changements sont très rapides. Et puis enfin, c'est un pool de talents qui est très important. Aujourd'hui, la Chine produit 1 million d'étudiants diplômés de l'enseignement supérieur par an. Un tiers de la population mondiale des ingénieurs sera chinois en 2030. C'est véritablement un environnement où les talents viennent s'exprimer.
Alors Singapour, c'est donc on passe dans le sud-est asiatique, on sort de l'écosystème chinois pour être dans une ville qui est beaucoup plus tournée vers l'étranger, vers l'expansion. La particularité de Singapour, c'est que il y a un mix culturel qui fait que Singapour travaille très bien avec les Occidentaux et tout en ayant de très bons rapports avec les Chinois, hein. C'est une diaspora issue de la Chine et de la Malaisie. La particularité de l'écosystème, c'est que le gouvernement est très impliqué dans une vision du développement de Singapour qui doit permettre à Singapour de rester en lead sur un certain nombre de sujets et de continuer d'innover massivement tout en s'exportant. C'est une terre aussi où les grands groupes viennent s'installer parce que l'écosystème est innovant et facilite très fortement leur implantation. C'est un hub de talent puisque Singapour est reconnu pour avoir l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Et puis, c'est aussi un environnement dans lequel les startups peuvent accélérer en accédant à des investisseurs, en accédant également à des programmes d'accélération et des incubateurs qui vont leur permettre de développer leur business. Alors, la particularité de Singapour, c'est son positionnement géographique. On est à 3-4 heures de n'importe quelle ville du sud-est asiatique. C'est un bassin de population de 625 millions de personnes, donc des marchés qui sont émergents, mais extrêmement dynamiques, et un marché plus particulièrement qui est l'Indonésie, qui est en expansion très fortement. Et puis, à 5-6 heures d'avion, on accède à l'ensemble de l'Asie et c'est un bassin de 4,2 milliards de personnes. Alors, The Unilever Foundry est un coworking space qui héberge des startups, qui héberge aujourd'hui également d'autres grands groupes et qui va travailler avec l'écosystème pour identifier des technologies qui répondront à des besoins des business units. Alors, la particularité, c'est qu'il y a une volonté très forte de se connecter et de participer à l'écosystème via des événements, via des programmes d'accélération, des programmes d'incubation, mais également la volonté de collaborer avec d'autres grands groupes qui ont également des problématiques de transformation. Et ces initiatives cross-industrie vont permettre de développer de nouvelles idées, de favoriser la croissance des startups et de gagner en dynamisme et en capacité d'identifier les bons projets et de les porter pour les faire fructifier. Alors, Singapour, c'est aussi un hub fintech avec des pouvoirs publics notamment qui proposent des conditions très favorables aux fintech. AXA a positionné son Data Innovation Lab à Singapour. Il faut savoir que AXA a deux pôles sur l'innovation, l'un aux États-Unis, l'autre en Asie. En Asie, le lab de l'innovation se divise en trois parties. Le sourcing en Chine, la partie finance à Hong Kong et les data à Singapour. Et on comprend bien qu'à Singapour, héberger ces data en toute sécurité et en toute confidentialité, c'est possible, ce qui ne l'est pas en Chine. Alors, AXA va développer des ressources internes pour travailler sur des projets de transformation, donc des ressources sur les data et des startups qui vont apporter des technologies qui vont permettre de mieux utiliser les data. Et en parallèle, cette Innovation Lab va développer de nouvelles expérimentations sur des business models qui sont nouveaux. Et par exemple, ils ont mis en place un pricing pay as you go, pay as you drive pour les drivers de Grab Taxi. Grab Taxi, c'est l'équivalent d'Uber à Singapour. Et donc, les drivers qui ne conduisent pas tous les jours sur les mêmes créneaux horaires et qui ont des horaires de travail qui changent, eh bien, ils vont pouvoir avoir des offres d'assurance qui sont variabilisées en fonction de leur activité. Alors, pourquoi retenir Singapour? Tout d'abord, c'est un écosystème très innovant, euh, très orienté sur la performance et le gouvernement a une vision très fine et pertinente sur ce qui est de l'ordre du bien commun pour le tissu économique, de ce qui est de l'ordre de la concurrence. Et donc, il y a une capacité de l'écosystème à s'emparer de vrais sujets et à les développer qui est très forte. C'est un écosystème qui
va impliquer des différents stakeholders et des entreprises privées et étrangères qui vont trouver à Singapour un terrain très favorable à leur implantation et leur permettre d'accéder au marché qui entoure la cité-État. Enfin, c'est un hub dans lequel il y a des ressources. Malgré tout, on est dans une ville qui est toute petite, hein, c'est 8 millions d'habitants. Mais la particularité, c'est qu'attirer des talents à Singapour, c'est pas très compliqué. Ça coûte un peu cher, mais c'est un environnement de travail particulièrement agréable. La plupart des talents sont plutôt heureux de venir s'installer dans ces environnements. Alors, des success stories, un exemple, Natixis, qu'on a accompagné pendant une semaine sur les thématiques efficacité opérationnelle, expérience client et nouveau business model. On a eu pendant 5 jours 25 meetings avec des startups, des grands groupes, des personnes en charge de la transformation dans ces grands groupes, des personnes du gouvernement. Et donc, c'était un groupe de 14 personnes, dont la moitié étaient membres du COMEX, le sont toujours. Et donc, ça a donné lieu à 3 grands projets de transformation digitale qui aujourd'hui sont en cours de déploiement dans le groupe. Par ailleurs, 5 startups ont été retenues et aujourd'hui sont en relation et en discussion avec Natixis. Le COMEX de Vinci Énergie est venu à Singapour pour rencontrer les acteurs des Smart Cities et de l'énergie. Durant une semaine, ils ont rencontré des entreprises spécialisées sur ce secteur, des startups. Ce voyage a donné lieu à l'identification de plusieurs entreprises pouvant être rachetées. Aujourd'hui, je crois que un rachat, effectivement, a été confirmé ces dernières semaines. Alors, les principaux résultats de ces Learning Expeditions, c'est bien évidemment l'identification de nouveaux partenaires, d'idées. Au-delà de l'identification de partenariats business, il y a également le sourcing de concepts qui vient enrichir la vision et la stratégie du groupe. Et donc, développer la vision, c'est un- un vrai sujet pour nous, puisque l'ensemble de ces sujets, qu'ils débouchent sur des partenariats concrets ou pas, viennent nourrir une vision, des convictions sur des sujets de transformation. Et puis enfin, ça permet d'activer des digital leaders dans les groupes que l'on emmène. On sent qu'il y a certaines personnes qui ont plus d'appétence et plus d'acuité sur les sujets liés à la transformation digitale et que ce sont ces personnes-là qui sont potentiellement en situation d'activer réellement la transformation digitale. Alors, on a une méthodologie qui nous permet de délivrer et de travailler sur des expériences les plus impactantes possibles. D'abord avec des meetings plutôt expérientiels. On fait toujours un voyage de pré-visite avant nos Learning Expeditions pour s'assurer que les bons messages vont être délivrés durant le voyage. Le programme est toujours sur mesure. Les participants sont encadrés via un guide, notre équipe bien évidemment, et bénéficient d'une synthèse du tour parce que ce sont ces échanges qui vont devoir être partagés de retour à Paris. La facilitation nous paraît être un point très important et nous pensons que débriefer tous les jours est important pour débriefer à chaud, récupérer un certain nombre d'impressions, d'idées. C'est aussi des moments de créativité pour nos participants qui vont imaginer des projets qu'ils n'imagineraient pas s'ils étaient à leur bureau. Et donc, ça nous paraît important chaque jour de recueillir ces insights, ces idées, ces envies de développer des projets et d'en faire une synthèse à la fin de la semaine. Alors, je suis ravi d'avoir été avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez continuer et approfondir ce type de projet, je serais ravi d'échanger avec vous. On propose également des formats plus légers
sur les sujets de transformation, des formats de type lunch and learn. Donc, ce sont des conférences que l'on fait à l'heure du déjeuner et qui permettent aux employés et aux collaborateurs de venir apprendre sur ces sujets de transformation. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez mettre en place des projets de Learning Expedition, on sera ravis et je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. Je serai ravi d'y répondre.